J'ai très vite intégré un groupe action spécialisé dans la libération d'otages avec la capacité d'être mis en place par saut opérationnel à grande hauteur. Ensuite, la carrière fait que vous faites plusieurs opérations, vous partez un petit peu partout. Ça, on n'en parlera pas ce soir. Mais j'ai eu la chance de pouvoir encadrer tous les niveaux de formation d'un opérateur jusqu'au niveau chef de groupe action. J'ai moi-même été chef de groupe action dans ma carrière. Et à l'issue de cette carrière, je me suis dit maintenant, comment je peux aider, continuer de transmettre le savoir, comment je peux continuer à servir. Ben, je me suis dit, je vais créer cette association pour aider toutes les personnes qui souhaitent rentrer dans une unité spéciale, mais aussi de pouvoir transmettre des savoir-faire qui peuvent être utiles dans le milieu civil. Et c'est pour ça qu'on n'en parlera pas ce soir, je vous fais juste une petite aparté là-dessus. J'ai aussi créé un stage pour transmettre les savoirs de leadership. Comment commander aujourd'hui avec les nouvelles générations. On a la chance à l'armée d'avoir un renouveau des générations constant, ce qui nous permet d'être à jour et de savoir un petit peu comment s'adapter face aux nouvelles générations. Et j'ai un exemple à vous donner. Comment il est possible que dans les forces spéciales, quand par exemple moi je disais à mes gars, suivez-moi, il faut qu'on fasse cette opération, même si on n'est pas couvert par nos supérieurs, parce que c'est dans nos valeurs, c'est utile ce qu'on doit faire, et ben, tout le monde suivait, personne ne râlait, et alors que je les forçais pas, je leur disais, voilà, celui qui ne voudra pas venir, il ne viendra pas. Pourtant, tout le monde venait. Alors que dans le milieu de l'entrepreneuriat, bon, ben, certains patrons, quand ils disent demain, il faut commencer 1 heure plus tôt, ça râle, voire ça se met en arrêt maladie, etc. Voilà, petit aparté fait. Premier live ce soir, j'ai demandé, grâce à une story, que vous puissiez me poser vos questions. Donc, je les ai normalement toutes notées. Ce que je vous propose, c'est que je réponde d'abord à ces questions et puis après, ça nous permettra de lancer une conversation. Je vois vos messages qui apparaissent, donc je pourrai répondre. La première question qui m'a été posée, c'est si les tests psychotechniques et les tests de mathématiques étaient déterminants pour entrer dans les forces spéciales. Alors, effectivement, quand vous allez un parcours pour entrer dans les forces spéciales, il est le même au départ que pour entrer dans l'armée conventionnelle. Vous devez aller 2 jours et demi dans un centre de sélection, ce qu'on appelle les CSO ou les GRS, et là, vous allez avoir une batterie de tests, dont des tests, on va dire, écrits, mais qui se font sur ordinateur, de français, de maths, d'anglais, des tests psychotechniques et des tests de personnalité. Oui, ces tests sont déterminants si vous voulez rentrer dans les forces spéciales. Euh, il y a des barèmes que je ne peux pas vous donner, mais qui sont approximativement les mêmes que quelqu'un qui voudrait rentrer comme sous-officier. La deuxième question qui m'a été posée, c'est est-ce que les groupes non CTLO, en fait, qu'est-ce que font les groupes non CTLO? Le CTLO, c'est quoi? C'est une spécialité que j'avais de contre-terrorisme et de libération d'otages. Cet acronyme ne veut pas dire grand-chose parce que du contre-terrorisme, finalement, tout le monde en fait, voire on fait plus de l'antiterrorisme que du contre-terrorisme, mais toutes les forces spéciales en font. Maintenant, c'est juste cette spécialité de libération d'otages qui est donnée à des groupes particuliers avec un petit peu plus de maturité, plus d'expérience, parce que ce sont des missions qui demandent un plus gros engagement, plus de risques. On mettra toujours la vie de l'otage euh, devant la vie d'un opérateur des groupes actions. Pour autant, tout le reste des missions, elles sont faites par tous les groupes du premier PIMA, c'est-à-dire la neutralisation de terroristes, la capture de terroristes, la formation d'unités étrangères, euh, voilà, toutes les missions, il y en a bien d'autres, sont faites par tous les groupes du premier PIMA. Donc finalement, le LO, la libération d'otages, bah, c'est juste une infime partie des missions qui est réservée à quelques groupes. Que peut-on dire du service action? Alors, on peut dire finalement ce qui est sur source ouverte. Le service action a aujourd'hui 3 centres action, c'est-à-dire un qui est réservé aux nageurs, c'est Kellern, ce qu'on appelle le SPOM, le CPIS qui est à Perpignan
et les CPES qui est à Orléans. Ce sont 3 centres dits du service action des forces spéciales, du service action de la DGSE, pardon, même si, très honnêtement, la plupart de leurs missions sont des missions de renseignement. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Pas grand-chose sur les missions. Je peux vous dire juste que le recrutement se fait un petit peu comme dans les forces spéciales, de deux manières. Vous pouvez y rentrer à partir du civil pour les centres, notamment de Perpignan. Et il y a surtout un très gros recrutement interne au sein de l'armée qui est fait à partir du BM2. C'est un diplôme pour les sous-officiers pour devenir sous-officier supérieur. Il y a aussi un recrutement de civils, des personnes qui ont des emplois particuliers qui peuvent être recrutées par la DGSE pour fournir du renseignement, mais ils ont déjà un emploi. On va dire que c'est un petit peu comme si c'était des réservistes. La question suivante, on me demandait est-ce que je comptais faire des cours topo? Oui, effectivement, vous avez vu sur certaines vidéos que j'ai publiées sur les réseaux sociaux, j'ai donné quelques astuces pour les cours topo. Maintenant, dans les stages d'immersion que l'association propose, euh, effectivement, il y aura des cours de topo. Pourquoi? Parce que un combattant, même en dehors des forces spéciales, doit savoir s'orienter, marcher et tirer. Le combat, forcément va découler de ces trois grandes composantes. Donc la topographie, en gros, savoir s'orienter, c'est indispensable. Et c'est ce qui vous permettra aussi, parce que dans les sélections, vous avez des courses d'orientation, c'est ce qui vous permettra d'être performant. Donc oui, effectivement, il y aura des cours de topographie euh, dans chaque stage que je vais proposer. Là, une question qui est très intéressante et c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas faire. On me demandait si il était possible de postuler pour le premier PIMA et pour le 13e RDP en même temps. Sur le papier, rien ne vous interdit de le faire. Maintenant, attention. Pour ces deux régiments, vous avez des entretiens de recrutement et chaque recruteur, forcément, va regarder aussi les autres choix que vous avez faits pour intégrer l'armée. Si un candidat souhaite rentrer au premier PIMA et au 13e RDP, on va se dire que finalement, il n'a pas les bonnes motivations. Ou du moins, il ne s'est pas assez renseigné. Donc, du coup, on en déduit qu'il n'est pas assez motivé. Pourquoi? Parce que le premier PIMA est un régiment d'action. Le 13e RDP est un régiment de renseignement et même certainement le seul régiment de renseignement humain à un niveau stratégique en France. Le tempérament de quelqu'un qui veut rentrer dans un régiment action, il n'est forcément pas le même que quelqu'un qui veut rentrer au 13e RDP. Donc si quelqu'un, en gros, veut faire de l'action dans les forces spéciales, moi je lui conseille de soit postuler pour le premier PIMA, soit de le faire pour les commandos marines. Quelqu'un qui veut faire du renseignement, finalement, soit il fait le 13e RDP, et s'il ne peut pas, il va au 2e RH. Mais dire qu'on veut faire de l'action et du renseignement, ça n'a pas vraiment de sens. Ah, une question qui va être un petit peu plus développée. Quels sont les pays où la France possède aujourd'hui une présence? Alors attention, là, mes talents d'informaticien vont parler. Hop, je vous ai préparé un tout petit PPT où on va parler justement l'idée des commandos marines. Salut Cédric, oui, honnêtement, moi je suis pas du tout chauvin. Les commandos marines, aujourd'hui, ont le même niveau que le premier PIMA et je suis contre ces guéguerres d'unité où certains vont dire nous, c'est nous les meilleurs, non, c'est nous et nous. C'est pas vrai. Alors, la présence française, petit cours, ça c'est forcément source ouverte, hein. Voici, on va faire zone géographique par zone géographique. Ici, vous avez la zone géographique du Levant, le Proche-Orient, le Proche et le Moyen-Orient. Vous avez forcément aujourd'hui ici la FINUL. On va commencer par en haut à gauche. La FINUL au Liban qui est une mission aujourd'hui d'observateur au profit des Nations Unies
qui est beaucoup mise en avant aujourd'hui, forcément, avec la guerre que mène Israël contre la bande de Gaza. Vous avez ensuite l'opération Chamal en Irak, qui est une présence d'une des avions de chasse et également une présence de militaires français pour la formation de certaines troupes irakiennes. Ensuite, vous avez d'autres missions qui sont faites par la marine et par, surtout la marine et par l'armée de l'air, des missions qui se trouvent à Djibouti, des missions dans la mer Rouge, puis des missions en Méditerranée. Deuxième diapo, encore sur le Levant, donc il y a un petit loupé. Non, voilà. La mission sur l'Europe. Vous avez aujourd'hui une mission de formation d'unités ukrainiennes en Pologne. Vous avez aussi plusieurs exercices, des exercices en Estonie, des exercices. Attendez, je vais agrandir parce que je l'ai mis tout petit sur mon écran. Euh, des exercices proches de la Roumanie et en Roumanie. Vous avez aussi une présence en Grèce. Et puis voilà, la marine, encore une fois, est un petit peu partout en Méditerranée. En Afrique, il n'y a plus beaucoup de bases. Sur cette diapositive, ils ont oublié de mettre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a encore des militaires français en Côte d'Ivoire, même s'ils sont en train de tout doucement se, se retirer. Mais sinon, la mission, on va dire, où il y a le plus de monde, ça reste le Cameroun, une mission de formation, et la mission Corimbe, qui est une mission historique de la marine française, qui est dans le golfe de Guinée. En Indo-Pacifique, forcément, vous avez des missions, encore une fois, de la marine un petit peu partout. Et forcément, vous avez suivi l'actualité, des missions de reconstruction à Mayotte. Et puis finalement, la dernière, on va dire, mission aujourd'hui, c'est une mission, encore une fois, pour la marine aux Antilles. Bien entendu, il y a une présence militaire maintenant sur tous les, les dom-toms, qu'on appelait ça avant, français. Il y a des militaires à La Réunion, en Guyane, pour leur pariage, des militaires aussi en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, et j'en oublie forcément. Hop, on retire ça. Alors, je m'arrête 2 secondes pour répondre à un commentaire. Tu voudrais dire que le niveau des commandos marines a baissé? Oui, Cédric, depuis que tu es parti, ça s'est effondré, le niveau. Non, bien entendu, le niveau des unités ne cesse d'augmenter parce que les unités FS se remettent en question, apprennent tous les jours pour être, euh, on va dire, de plus en plus polyvalents et plus performants sur le terrain. Question d'après. Est-ce que je peux donner les tests psychotechniques? Non. Ça, forcément, non, parce que ça serait un petit peu triché. Voilà, une question qui revient souvent. Quel est le meilleur régiment pour entrer comme commando parachutiste? Je ne vous dirai jamais qu'un régiment est meilleur qu'un autre. Chaque régiment a une complémentarité, chaque régiment a une fonction particulière. Maintenant, quand on parle de commando parachutiste, les GCP, en gros, euh, il y en a dans tous les régiments para, enfin presque tous les régiments para. Le 3e RPIMA, le 8e RPIMA, pour moi, qui font à peu près le même travail. Le premier RCP, ce sont 3 régiments d'infanterie parachutée. Derrière, vous avez le RHP, également qui a des GCP. Pour moi, ils font à peu près le même travail. Donc, vous dire quelle est la meilleure unité, c'est vraiment compliqué. Une question maintenant sportive, comment faire pour lutter contre les périostites? Périostite, un fléau quand on est jeune, généralement, euh, qui nous empêche de courir, qui nous empêche de bien nous entraîner. Personnellement, j'en ai souffert également. Pourquoi? Parce que je faisais de l'athlétisme.
sur une piste, un tartan qui était vraiment très, très, très dur. Alors nous, on était contents parce que qui dit tartan dur dit meilleur répondant, du coup meilleur chrono. Mais par contre, c'est ce choc de l'avant du pied qui vient taper le sol, qui crée des vibrations et qui vient faire une inflammation sur le devant du tibia. Pour ça, amélioration de la foulée. Je vais vous faire une vidéo cette semaine pour apprendre à courir, avoir une foulée plus efficace, plus efficiente du moins. Meilleure chaussure pour un meilleur amorti. Et puis, ben, malheureusement, si ça arrive, glaçage. Est-ce qu'il est nécessaire, voire important, d'avoir des certifications pour entrer dans l'effort spécial? Non, il n'est pas nécessaire. Maintenant, est-ce que ça peut être utile? Oui, dans certains cas. Et d'ailleurs, Cédric va pouvoir m'aider à répondre à cette question. Le parachutisme, je vous dirais non, parce qu'aujourd'hui, l'armée a fait un gros effort. Quand on veut envoyer quelqu'un au stage Shooter l'armée a des moyens de le former en interne, ou du moins, s'ils n'ont pas le temps, de financer des formations. Donc, je vous dirais non. N'allez pas payer du parachutisme euh, en vue d'être recruté pour les forces spéciales. Ça vous servira à rien. Faites-le pour le plaisir, si vous avez envie. Mais en tout cas, si c'est pour une préparation pour entrer dans les forces spéciales, non. Maintenant, est-ce que faire de la plongée, ça peut vous être utile? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que si votre objectif, c'est de rentrer dans les commandos marines, bah, au commando Hubert ou à la DGSE au SPOM, il va vous falloir que vous soyez plutôt acclimaté à la plongée, que vous sachiez où vous allez mettre les pieds, que vous soyez plutôt à l'aise, parce que le stage va aller vite, donc ça peut vous être utile. Question suivante. Quel est l'âge maximum pour rester dans les forces spéciales? Eh ben, sachez qu'il n'y a pas un âge spécialement pour les forces spéciales. Non, les limites d'âge, elles sont les mêmes en fonction que l'armée régulière, en fonction des catégories de grade. Sachez qu'un sous-officier, sa limite d'âge, c'est 59 ans. Et il me semble que les réservistes, la limite d'âge a été poussée à 72 ans. Donc, ça vous laisse du temps. Une question assez intéressante. Est-ce que les reconversions sont aisées quand on sort des forces spéciales? Je vous dirais oui, parce que vous allez avoir un profil très particulier qui est très rare sur le marché de l'emploi. Maintenant, effectivement, vous n'avez pas un diplôme, on ne vous apprend pas à savoir faire une chose, vous n'avez pas le diplôme. Mais vous avez, je pense, beaucoup de qualités. Déjà, la plupart des gars des forces spéciales sortent avec un leadership naturel. Ensuite, les militaires des forces spéciales sont des gens qui arrivent déjà à très bien s'organiser, à organiser du boulot, à commander, à faire en sorte d'atteindre des objectifs. La particularité d'un force spécial par rapport, on va dire, à un autre militaire, c'est que tout force spécial, on lui dit, voilà ta mission, maintenant à toi de réfléchir comment tu vas y arriver. Les autres militaires, généralement, on leur dit, voilà, tu fais comme ci, comme ça, tout est préconçu, tout pré-mâché dans leur travail. Pour un force spécial, pas du tout. Il est très autonome, il est très débrouillard. Ça, forcément, je pense que dans tout emploi, c'est une grande qualité. Maintenant, un militaire, il est toujours à l'heure, il se plaint pas, il se met pas en grève. Il a une résistance, on va dire, à la douleur, à la fatigue, aux maladies, qui fait qu'il sera quand même très rarement absent. Ça, c'est quand même recherché sur le marché de l'emploi. Et forcément, le force spécial a aussi une capacité à bouger, à partir s'il faut à l'étranger, à enchaîner les heures de travail sans compter quand il faut atteindre un objectif. Voilà, je pense que le force spécial a beaucoup, beaucoup d'arguments qui fait que sur le marché du travail, il va être recherché. Là, tac, tac. Je fais une petite pause pour vous encourager. Alors, je ne sais pas encore comment fonctionnent trop les lives sur Instagram. Partagez les lives si vous le pouvez. Mettez des commentaires sur les vidéos, republiez-les. Voilà. Ou mettez juste un cœur. Dites que vous aimez ce que je fais à travers l'association.
ça me permettra d'être plus visible. Aujourd'hui, l'association a besoin de se faire connaître. Je sais que je suis très très peu visible, donc très très peu de personnes savent bah, que l'association existe et qu'ils peuvent compter sur l'association pour les aider dans leur engagement. Donc, malheureusement, moi, je fais tous les efforts que je peux. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas un pro de la communication. Euh, voilà, je fais des efforts, mais ça passera aussi par bah, l'algorithme des réseaux sociaux, hein. Le fait que vous ayez la capacité de remettre en avant toutes les publications qui sont faites par l'association. L'association, vous le savez, pour les militaires en tout cas, propose 3 niveaux d'accompagnement. Des visios, c'est le niveau 1 pour en gros préparer les entretiens de recrutement. Des niveaux 2 pour vous préparer aux tests de sélection et des niveaux 3 qui sont dédiés aux gens qui ont été sélectionnés, qui vont rentrer dans des unités d'élite pour les entraîner. Pourquoi? Très important de s'entraîner avant d'y aller et de ne pas s'arrêter à la sélection parce que sachez que vous allez subir 1 an et demi de formation. Et pendant ces 1 an et demi de formation, généralement, on a moins de 10% des candidats qui débutent cette formation qui iront au bout et qui finalement resteront dans ces unités d'élite. C'est pour ça que j'ai décidé de créer le niveau 3 qui va durer 3 jours, 3 nuits, qui va être un stage où toute la journée, je vais vous apprendre pédagogiquement des choses et toutes les nuits, on va mettre en œuvre ce que je vous aurai appris dans des missions typées force spéciale, avec une pression, avec une fatigue, avec une exigence qui va faire que généralement, déjà au bout de la deuxième journée, vous vous dites c'est dur, j'ai envie d'arrêter, mais c'est justement là que sera la pédagogie. C'est là que vous allez apprendre comment on fait pour tenir et ne rien lâcher en formation. Voilà, petite page pub, on va dire. On reprend les questions. On m'a demandé, alors là aussi une question très intéressante, comment faire un CV? Comment faire pour qu'en gros le CV tape dans l'œil des recruteurs? Alors, sachez déjà que les centres de recrutement ne demandent pas maintenant obligatoirement un CV. C'est simple, vous allez dans ChatGPT et vous tapez, bah, vous dites à ChatGPT, vous vous présentez à ChatGPT, vos études, votre âge, etc. Vous racontez votre vie et vous dites, voilà, je vais entrer dans un régiment action des forces spéciales de l'armée de terre, crée-moi un CV, il va vous le faire. Donc, forcément, il n'y a plus beaucoup de personnalités dans ces CV, donc il y a plus grand monde qui va les demander. Et si vous ne faites pas comme ça, ben, vous ne privez pas, utilisez l'intelligence artificielle. Pourquoi les exigences de recrutement FS ne sont pas les mêmes dans les 3 armées? Effectivement, bah, ça va me permettre de vous expliquer quelles sont les 3 étapes, les 3 niveaux d'exigence, on va dire. Dans la marine, vous devez d'abord être FUSCO. Ensuite, dès que vous êtes FUSCO, vous allez prétendre au STAC. Bah, d'ailleurs, c'est le dernier commentaire que j'ai. Le STAC, c'est quoi? C'est en gros 4 semaines de présélection avant d'aller au stage commando. Ce stack, il n'est pas forcément très sélectif. Il n'y a pas de tri sur les dossiers. Ça veut dire que n'importe quel marin, on va dire, qu'il soit cuisinier, plus ou moins combattant dans les FUSCO ou autre, il a le droit de présenter ce stack. Ce qui fait que les stacks, généralement, c'est 100 candidats au départ pour une vingtaine, une très petite vingtaine seulement à la fin. C'est normal parce qu'il y a vraiment du tout venant. Et ensuite, vous allez intégrer un stage commando où là, généralement, il n'y a plus beaucoup d'échecs. La limite d'âge pour s'engager dans la marine, elle est à 30 ans. Ça veut dire qu'il faut avoir moins de 30 ans, 29 ans le jour de l'engagement. Et derrière, le nombre de fois que vous allez pouvoir postuler pour le stack, eh ben, il n'y a pas forcément de limite, donc ça peut repousser la limite d'âge. Le CPA 10, eux, ils ont aussi une limite d'âge qui est à moins de 30 ans, donc 29 ans, euh, qui est en train un petit peu d'évoluer. Maintenant, vous pouvez postuler directement pour le CPA 10, vous engagez directement par le CPA 10, plus besoin de passer forcément par le 20 ou par le 30, et vous allez suivre par contre un cycle de formation qui est commun au CPA 20 et 30, et vous aurez seulement le stage Beluga à la fin. Le 13e RDP recrute, lui, que sur entretien de recrutement. Ça veut dire que vous faites vos tests CSO et vous avez seulement un entretien de recrutement
pour être sélectionnés pour aller au 13e RDP. Et leur limite d'âge, encore une fois, c'est moins de 30 ans. La particularité, c'est pour le premier PMA qui a aujourd'hui un afflux énorme de candidatures pour entrer au premier PMA. Et donc, ils ont déjà abaissé la limite d'âge à 26 ans. Il faut avoir moins de 26 ans le jour de l'incorporation. Et qui, en plus de ça, ont une PMPFS pour faire un tri. Sachez qu'il y a 1000 candidatures par an pour entrer au premier PMA pour seulement 40 places. Donc, il y a un premier tri qui se fait forcément au CSO, il y a un deuxième tri qui se fait aux entretiens de recrutement, et le dernier tri se fait à la PMPFS pour tomber à seulement 40 candidats qui ont tous moins de 26 ans le jour de la signature de leur contrat d'engagement. Et généralement, l'engagement au premier PMA se fait chaque premier mercredi de septembre de chaque année. Et c'est pour ça que l'association a créé différents niveaux de préparation qui collent à ces différentes étapes de sélection. Entretien de recrutement, c'est le niveau 1. PMPFS, c'est le niveau 2. Vous rentrez au premier PIMA en septembre, et avant, vous êtes préparé avec le niveau 3. Du coup, la question qui découle, on me demandait, est-ce que à l'issue de la PMPFS, ça peut nous permettre d'avoir une place pour les unités actions du CPIS? Non, la PMPFS n'est réservée, alors je vais mettre un petit bémol à ça, est réservée au premier PIMA exclusivement pour les opérateurs qui souhaitent rentrer dans les groupes actions du premier PIMA. Il y a quelques places pour le 13e RDP, mais ce sont en fait des candidats qui ont été vus pendant les tests, les entretiens de recrutement, et les recruteurs avaient un petit doute et ils auraient aimé les voir en situation, donc sur une PMPFS. Mais ces stagiaires du 13e RDP sont hors classement et ne jouent pas dans ce classement de sortie de PMPFS pour être recrutés au premier PIMA. Alors derrière, j'ai eu deux questions un peu similaires. Avis sur KarmaFit et en gros, on me demandait KarmaFit ou Force Special Coaching. Ça, c'est un petit peu dur pour moi d'y répondre. Pourquoi? Parce que honnêtement, je ne regarde pas beaucoup ce qui me fait, mais je commence à avoir beaucoup de témoignages de gars qui sont passés par ces deux sociétés pour se préparer avant finalement de revenir vers moi pour au moins pour une visio, pour des renseignements. Je vais commencer par Force Special Coaching parce que ça va être assez clair. Teddy, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on avait fait un premier live ensemble. C'est un ancien commando marine, mais surtout, c'est un ancien professeur de sport dans les commandos marines. Il sait ce qu'il fait. Et en fait, Force Special Coaching, c'est du coaching pour augmenter votre capacité physique. Teddy, moi je vous dis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Maintenant, je ne connais pas tous ces instructeurs, mais des retours que j'en ai pour l'instant, c'est qualitatif ce qu'il fait. Donc, allez-y, c'est vraiment de la préparation physique. Voilà. On m'a demandé de faire une petite aparté aussi sur une mise en garde sur les délais de recrutement. Effectivement, attention. J'ai eu cette semaine un candidat qui voulait rentrer au premier PIMA, d'ailleurs qui était préparé par Force Special Coaching. Euh, Ce candidat va avoir 25 ans de mémoire le 10 septembre. Il va avoir 26 ans le 10 septembre. On va dire coup de chance, le premier mercredi de septembre de cette année et le 3 septembre. Vous allez me dire, c'est bon, il a moins de 25 ans. Oui, mais en fait, il a repoussé ses tests CSO. Il s'est blessé aujourd'hui, il est plus capable de les faire, sauf que il reste une seule PMPFS, c'est la PMPFS de juillet. Et avant la PMPFS de juillet, il faut qu'il ait fait ses entretiens de recrutement, il faut qu'il ait fait, il va subir une enquête de sécurité qui dure entre 2 et 3 semaines minimum. Avant ça, il devra avoir fait ses tests CSO, et les CSO, ils ont du travail, ils peuvent pas vous envoyer, c'est pas du jour au lendemain que vous partez au CSO. Donc aujourd'hui, malheureusement, il est hors délai et il ne peut pas rejoindre le premier PIMA. Donc faites attention, anticipez, et je vous prépare une petite information bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, restez connectés parce qu'il va y avoir du changement sur le recrutement. Il se peut que maintenant ça devienne une course. En gros, le premier arrivé, premier recruté.
2 questions et puis derrière on va pouvoir échanger. Peut-on choisir son arme quand on est dans les forces spéciales? Oui et non. C'est-à-dire que vous pouvez choisir votre arme dans la limite que les armes sont des armes utilisées au premier PMA. On ne va pas acheter une arme spécialement, le régiment ne va pas acheter une arme spécialement pour vous. Vous savez différentes armes, vous avez des SIG, vous avez des 416, euh, et ben c'est tout en arme d'assaut. Euh, vous avez du Glock, voilà. Généralement, tout le monde fait le même choix en armement. Par contre, effectivement, c'est l'optique que vous allez mettre dessus qui va être différent. Certains préfèrent avoir un endpoint, juste un petit point rouge. D'autres aiment bien avoir un Neotech. Moi, j'aimais bien avoir un petit grossissement variable. J'avais une Vortex en 1.6. Ça me permettait d'avoir du 1 avec un petit point rouge dessus pour être très rapide, mais aussi avoir un x6 pour pouvoir voir mieux. C'est pas tant tirer plus loin, mais c'est voir plus loin. C'est pouvoir voir si la personne en face est vraiment armée, si elle est hostile. C'est pouvoir faire ce qu'on appelle la discrimination. Donc moi, j'aimais bien ça. Ça, vous avez le choix de l'optique. Et dernière question, est-ce que tous les commandos marines sont parachutistes? Oui, tous les commandos marines sont parachutistes, mais ils ne sont pas tous shooters opérationnels. Certains groupes sont shooters opérationnels, généralement ils sont CTLO. Par contre, le commando Uber, les gars du commando Uber sont eux tous shooters opérationnels. Et étant donné qu'ils font tous de la plongée sous oxygène, ils ont même tous l'aptitude à être shooters opérationnels sous oxygène, c'est-à-dire des TGH, des shooters à mise en place en très grande altitude. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées à travers la story. J'ai un peu monopolisé l'attention. On est à quasiment 40 minutes de live. Donc maintenant, je ne vais pas forcément remonter toutes les questions, mais je vais essayer d'y répondre. Donc n'hésitez pas maintenant à me reposer des questions. Euh, Quand on va au CIRFA, on demande le premier PMA. Est-ce qu'en second choix, on peut demander les GCP ou on doit choisir un régiment et ensuite tenter les GCP? Non, vous ne pouvez pas demander les GCP. Les GCP, c'est une unité d'élite au sein des régiments parachutistes. Donc, il vous faudra, je crois, au moins 3 ans d'expérience, un CME pour pouvoir tenter les GCP. Les commandos marines, c'est Marine nationale, première PMA, armée de terre, effectivement. Tu demandes le régiment et après tu vas dans un régiment. Donc ça, on a répondu. Tac, tac, tac. Bonjour, il y a des présélections pour aller au stag? Et si oui, quelles sont-elles? Non, pour moi, il n'y a pas de sélection. Salut tout le monde, j'ai 22 ans et je compte bien tenter ma chance pour le CPA 30. Est-ce que mon âge peut me porter défaut à ma candidature? Non, 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 sache que 22 ans, ça ne porte pas défaut. Voilà, faut pas trop se poser des questions là-dessus. Le recrutement, il est ouvert de 17 ans et demi à 30 ans. Si ces normes-là ont été mises par l'armée, c'est pas à vous de vous mettre d'autres barrières. Maintenant, ce qui va être regardé, c'est votre maturité. Et pour ça, pour vous mettre en avant, pour en gros savoir expliquer votre vie, montrer que vous êtes quelqu'un de mature, les visios que je propose, elles sont faites pour ça. Parce que je dois être à 140 visios. Allez, 90% des gars que je peux voir, ils sont tous pleins de volonté. Ils ont tous, en gros, un super profil, mais quasi, allez, 97% n'arrivent pas à l'exprimer, n'arrivent pas à se mettre en avant, en tout cas d'une manière euh, en restant humble. Et ça, c'est ce qui peut leur porter défaut lors des entretiens de recrutement, c'est pas leur âge. Ces jeunes venant, par exemple, pour les FS, je crois que c'est 27 maximum. 27 ans maximum. Ouais, c'est 26 que pour le premier PMA, sinon c'est 29. Tac, tac, tac. C'est dingue. Pour la marine, en majorité, ta première sélection est la formation de fusilier marin. Ensuite, il y a une présélection pour le stack. Ah ben voilà. Cédric a répondu, les formations de plongée loisirs ne sont pas nécessaires car pas le même type de plongée et de matériel utilisé. Ok Cédric, mais est-ce que tu ne penses pas que quelqu'un qui a jamais vu l'eau, qui a pas l'habitude d'aller sous l'eau, pouvoir faire des petits niveaux de plongée avec toi en plus, je pourrais les emmener vers toi, parce que tu vas être un super conseil et tu pourras leur amener plus qu'un niveau de plongée normal.
Est-ce que c'est pas faire découvrir un milieu qui est particulier et pouvoir les aider, eux, ensuite, à réussir les stages? Terminé. Quelles sont les présélections pour être envoyé au stage? Alors, est-ce qu'il a répondu Cédric? Tac, tac, tac. Est-ce que pendant la visio, on simule un entretien? Oui, pendant la visio, deux façons de faire. Soit vous me dites non, je ne suis pas du tout prêt, alors on fait un cours, je vous explique la chose. Soit je me mets dans la peau d'un recruteur, ce que j'ai déjà fait quand j'étais là-bas, et je vous fais passer un entretien. Par contre, on va dire à chaque paragraphe, à chaque grande partie de l'entretien de recrutement, on s'arrête, je vous débriefe pour que vous appreniez quelque chose et que ce ne soit pas juste un contrôle bête et méchant. Vous savez tous les combien de temps ont lieu les recrutements des GCP? Pour moi, il y a un recrutement par an chez GCP. T'es le meilleur. Merci. Et d'ailleurs, on est venu me parler de toi. J'ai fait un petit live TikTok cet après-midi. On est venu me parler de toi en me disant, est-ce que vous êtes déjà allé à Casure? Les mecs sont super sympas. Et oui. Et ce que j'ai répondu, c'est que forcément, j'y suis déjà allé. Et surtout qu'en fait, Casure était un super site qui était constamment en train de s'améliorer, non pas parce que l'armée mettait des moyens et des grands chefs décidaient qu'il fallait que ça s'améliore, non, parce qu'il y avait des instructeurs sur place qui étaient des mecs passionnés. Et c'est comme ça dans toute l'armée, c'est les gars dessous, c'est souvent les sous-officiers qui rament, qui essayent d'innover, qui essayent de faire avancer les choses. Eh ben, c'est ton cas, c'est grâce à toi, Julien, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Casure, eh ben, ils ont un système de sono, ils ont de la fumée qui fait qu'il y a une super mise en ambiance, ils ont des super infrastructures, tout près de Cangers. Donc franchement, pour les unités, pour aller s'entraîner, c'est vraiment le top, et ça, c'est grâce à toi. Live dispo en replay, t'as pas le réseau à la salle de sport. J'ai pas... Oui, je suis en train d'enregistrer. Maintenant, comment je le diffuse derrière? Honnêtement, je suis pas terrible, donc je vais essayer. As-tu des infos sur le recrutement? Non, des Belges, non, pas du tout, désolé. D'accord, avec toi aussi, j'ai rien. Merci. Guillaume, pouvez-vous mettre un live rediffusion, s'il vous plaît? Oui, je vais essayer. La topographie, est-ce compliqué à apprendre? Ça dépend pour certaines personnes. Des gens qui n'ont pas trop la vision dans l'espace, ça peut être compliqué, mais honnêtement, si c'est bien expliqué, ça le fait. Pendant le niveau 2, vous voyez, j'avais des candidats qui n'avaient jamais fait de topo, qui n'avaient jamais vu une carte pour la plupart. Euh, je leur ai fait un cours qui n'a pas été très long, mais on a été à l'essentiel. Et le soir, ils ont réussi à faire une marche d'infiltration de nuit, sans aucun moyen de vision nocturne, sans lumière et sans jamais sortir une seule fois la carte. Ils avaient tout appris par cœur. Donc, c'est que ça se fait. Quels sont les minimums requis pour les pompes à dos traction pour la PMPFS? Alors, sachez que pour les pompes, les tractions, c'est finalement un concours. Généralement, le concours, il va se jouer autour d'une vingtaine de tractions et à peu près autour de 60 à 80 pompes. Au bout de 3 ans de LCP, autant demander le premier PMA. Oui, mais attention, il y a beaucoup, beaucoup de régiments parachutistes qui ne vous laisseront pas partir au premier PMA. C'est pour ça que les gars tentent d'aller au GCP. C'est pour ça aussi que moi je vous dis, quand vous venez du civil, tentez votre chance directement pour le premier PIMA. Évitez de faire ce que j'entends encore trop, de dire allez chercher de l'expérience ailleurs, attendez 3 ans avant de rentrer au premier PIMA. Déjà, l'expérience, vous ne l'aurez pas. C'est comme demander à quelqu'un qui veut devenir boucher d'aller faire 3 ans en boulangerie pour avoir de l'expérience avant de faire boucher. Ça n'a rien à voir. Bonsoir, mon fils est géographe. Y a-t-il des géographes dans l'armée? Oui, oui, il y a un régiment dédié à ça, effectivement. Peut-on être accepté à une PMPFS puis refusé par la suite car d'autres candidats ont été meilleurs sur la PMP suivante? Sur la PMP précédente, on va dire. Accepté pour une PMP puis refusé par la suite. Non, normalement, si vous êtes accepté sur une PMPFS, vous allez aller sur une PMPFS. Si à la fin de la PMPFS, on vous dit voilà, les résultats, vous êtes recruté pour le premier PIMA, ils ne reviendront pas dessus.
Bonsoir Space. Des conseils pour les pieds mouillés en formation? Alors, en fait, une fois que les pieds sont mouillés, c'est l'enfer. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les pieds mouillés parce que le pied, bah, la peau se ramollit, le pied frotte, ça crée des ampoules, ça crée des échauffements. Pour ça, bonne chaussure, une guêtre. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et plusieurs paires de chaussettes dans son sac. C'est hyper important, c'est vraiment le plus important, c'est la santé de vos pieds. Donc, plusieurs paires de chaussettes, ça pèse pas lourd, c'est hyper important. Est-ce que de bons résultats au test psycho rattrapent le retard physique? Non, c'est un tout. Il faut être bon partout. Si on passe des tests physiques au GRS en juin, est-ce que c'est tendu pour la PMPFS de juillet d'y rentrer avec les entretiens passés? Oui, c'est même trop tard. Pour ma part, j'ai le niveau 1 de plongée. Pour le premier, c'est toujours un plus? Non, 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 ce ne sera pas un plus pour le premier. Il reste combien de places pour le niveau 3? J'ai deux stages planifiés pour le niveau 3. Il y a 15 places à chaque fois. Mais attention, il y a une PMPFS qui va se finir demain. Et forcément, il y a beaucoup de candidats qui vont y sortir, surtout que je vais aller les rencontrer à l'étape pour leur parler des stages. Donc forcément, il va y avoir d'un coup, voilà, nouvelle génération, vous faites tout au dernier moment. Donc faites attention, ça va très vite d'un coup se remplir. Salut Tom. Tac, 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 tac. Combien de pompes traction? J'ai répondu. Les moins bien classés de la PMPFS peut-il bifurquer au 13e RDP? Non. Pourquoi, selon toi, il n'y a pas de recrutement directement en civil pour intégrer le RAID? Parce que le RAID, c'est quand même très particulier. Euh, les forces spéciales ne peuvent pas faire le travail du RAID. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grosse réglementation autour des interpellations. Vous êtes sur le sol français. Quand les forces spéciales interviennent, c'est à l'étranger. C'est sous le couvert de règles particulières. Mais si vous voulez, on n'a pas besoin d'avoir un OPJ. On n'a pas besoin d'avoir un officier de police judiciaire qui est là. Donc, les gars du RAID sont avant tout des bons policiers avant d'être dans des unités d'inter. C'est pour ça qu'ils ne vont pas recruter directement. Mais finalement, au CSO, on vous demande de choisir d'autres régiments. Faut-il donc mettre des chasseurs alpins ou les régiments para, sachant qu'ils peuvent potentiellement nous bloquer par la suite? Oui, il y a ce que vous allez dire et ce que vous allez faire en cas d'échec. Oui, les CSO ont une directive, les CIRFA ont une directive nationale aujourd'hui, c'est de vous forcer à donner un choix de secours. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, 1000 candidats, par exemple pour le premier PIMA, 40 sélectionnés. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait 960 euh, potentiels militaires qui s'évaporent de la nature parce que finalement, ils n'ont pas le premier PIMA, ils ne feront rien d'autre. Donc l'armée leur dit, attention, voilà, si tu n'y arrives pas au premier PIMA, il faut que tu t'engages ailleurs. C'est pour ça qu'ils vous forcent à faire un second choix. Votre second choix, il faut qu'il soit logique. Personnellement, si moi j'avais un candidat en face de moi qui me dit si j'arrive pas à rentrer au premier PIMA, eh ben, je tenterai de faire les commandos marines, c'est logique. Si j'ai un candidat qui me dit si j'arrive pas le premier PIMA, j'irai chez les chasseurs alpins ou dans un régiment parachutiste pour dans 3 ans tenter de retourner au premier PIMA, ça reste logique. Maintenant, quelqu'un qui me dit j'arrive pas le premier PIMA, je vais au 13e RDP, c'est pas logique. Bonjour. Est-ce qui peut être un plus? Qu'est-ce qui peut être un plus pour le premier PIMA? Ça, on en parle dans les visios. C'est un peu compliqué de vous le dire sur un live comme ça. Quand on dit bon niveau physique, 11 au lutte léger, 15 tractions, 3 minutes chaise, oui, c'est ça, exactement. Il est petit l'écran ou c'est que moi? Ah bah dites-moi parce que normalement, moi j'ai la photo qui est amplifiée à un maximum. Qu'est-ce qui pourrait bloquer une personne au CSO afin de prétendre à une PMPFS? Le niveau physique, le niveau sur les tests psychotechniques, maths, français, anglais, et le petit entretien qu'il y a à la fin. En fait, tout peut être bloquant. Sachez que derrière, il y a une enquête de sécurité aussi. Et finalement, la vraie sélection pour la PMPFS, c'est les entretiens de recrutement. C'est pour ça que je propose des visios. Quels sont les attendus en pompe traction? Voilà, ça a été dit, c'est 11,30 au Luc Léger et 15 tractions minimum au CSO. Le niveau 3 est vraiment réservé qu'aux candidats qui ont réussi la PMPFS? Non, parce qu'il y a d'autres unités d'élite qui ne passent pas par cette PMPFS. Donc non, non, ça n'est pas réservé qu'à ces gars-là.
Pourquoi le premier PIMA ne recrute pas des gens qui ont plus de 30 ans? Bah, tout simplement pour le potentiel. Euh, Quand vous rentrez dans les forces spéciales, ce n'est pas comme l'armée conventionnelle. Il n'y a pas un changement des effectifs tous les 5 ans. Le premier PIMA, quand vous y rentrez, et dans toutes les forces spéciales, c'est la même chose, c'est pour faire carrière. Donc quelqu'un qui va rentrer à 30 ans, il aura à peine 10 ans de régiment, c'est là où le potentiel il devient le plus intéressant. Quelqu'un qui a 10 ans, qui a de l'expérience, etc., ben, il aura déjà 40 ans, il va déjà commencer à fatiguer. C'est pour ça qu'ils ont réduit la limite d'âge. Est-ce que si on passe en sous-offre dans un régiment de transmission, on peut tenter les FS ou bien le régiment ne va pas nous laisser partir? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une, le régiment qui ne voudra pas vous laisser partir. De deux, le premier PMA pour les sous-officiers qui se dira, mais à quoi va me servir ce sous-officier? En tout cas, si c'est pour rentrer dans les groupes action. Parce que 100% des équipiers militaires du rang du premier PMA ont une capacité d'être sous-officier. Donc le premier PMA préfère largement envoyer quelqu'un qui a de l'expérience dans les groupes ASAM-EXAN, le former sous-officier, puis le récupérer derrière. Et pas en fait quelqu'un qui est déjà sous-officier d'un autre régiment. Sauf s'il a une particularité et des spécialités, on va dire, très particulières, très recherchées pour le premier PMA. Mais il y a aussi le problème de RH. Un sous-officier, du moment qu'il est sous-officier, il y a une sorte de sablier qui s'est retourné sur son besoin de commander. Donc, voilà, le premier PMA, il n'aime pas trop recruter des sous-off. L'écran était petit avant, mais ça y est, ça arrange tout seul. Je sais pas comment. Désolé. Avez-vous des sites où on peut s'informer sur la géopolitique? Oui, moi ce que j'aime bien, c'est des reportages qui sont tout simples, qui sont diffusés sur Arte, ça s'appelle le dessous des cartes, que vous pouvez revoir sur YouTube. Oui, il y a beaucoup de monde, il y a 1000 personnes à peu près qui demandent le premier PIMA. Les pieds plats, jambes écartées sont-ils vraiment des critères regardés pour être para? Oui. Est-ce que le niveau d'anglais peut être éliminatoire? Quel niveau d'anglais faut-il viser? Il faut un niveau, on va dire, de base, fin de lycée. Je trouve que les questions sont beaucoup plus pertinentes sur Insta que sur TikTok. Moi aussi. Un strabisme peut me rendre inapte TAP? Oui. 1000 et le nombre de personnes participant au PFS chaque année. Il y a 4 sessions de PMPFS et à chaque fois, il y a 40 candidats sur chaque PMPFS, donc ça fait 160. Non, c'est pas 60 par session, c'est 40 places normalement. Bon, je vous confirmerai ça demain, je vais aller les voir. Euh, voilà, voilà. Comment je peux voir combien 30 personnes en ligne? Ok. Eh bien, écoutez, je pense que le live va toucher à sa fin. On est quasiment à 1 heure de live. J'espère avoir répondu à vos questions. Je me permets, encore une fois, de vous demander si vous le pouvez, de mettre en avant les différents canaux de diffusion de l'association. Il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a un peu LinkedIn. Voilà. Si vous likez, il y a Facebook aussi, pardon. Si vous likez, si vous commentez les vidéos, même des fois pour dire merci, juste ça, ça va forcer l'algorithme à mettre en avant la chaîne de l'association et elle sera plus visible. L'association, elle a besoin d'être connue pour pouvoir agir et pour pouvoir aider les gens. Euh, Comme j'aime bien le dire, vous pouvez être le meilleur boulanger du monde, faire la meilleure baguette du monde. Si personne ne le sait, vous n'en vendrez pas. Voilà. Donc, si vous pouvez, voilà, faites en sorte que l'algorithme fasse voir la chaîne. Je finis par vous refaire un point de ce que propose l'association. Pour les militaires qui veulent s'engager dans des unités d'élite, 3 niveaux de préparation, des visios pour préparer les entretiens de recrutement. Pour toutes les unités d'élite, c'est la même chose. Un niveau 2 qui est un stage d'immersion qui se déroulera à Pau sur 2 jours et une nuit, qui est fait pour vous faire découvrir les activités que vous aurez pendant des sélections et vous faire comprendre comment vous comporter sur ces entretiens de sélection, parce que sachez que ce n'est pas ces tests de sélection, ce ne sont pas des concours sportifs, c'est bien un état d'esprit qui est recherché. Et le niveau 3, c'est un entraînement cette fois-ci qui est fait pour préparer les gens qui vont rentrer dans ces unités d'élite, qui vont suivre une formation qui est très longue, très exigeante et qui laisse réussir en moyenne moins de 10% des candidats. L'autre formation que l'association propose, c'est de pouvoir faire des stages, pareil en immersion, sur 24 heures pour des équipes d'entrepreneurs. En gros, pour faire comprendre comment
un chef dans les forces spéciales arrive à commander, arrive à fédérer une équipe et que tout le monde travaille dans le même sens, dans le bon état d'esprit. Vous pouvez me contacter directement par l'adresse mail qui se retrouve ici en dessous, contact@special-training-spirit.fr, sur le site internet www.special-training-spirit.fr et je réponds normalement à tous les messages sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi ce live. Bien entendu, je vais essayer de le rediffuser sur les différentes plateformes. J'ai essayé de voir comment tout cela fonctionne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.